trouve que les médias malheureusement montrent ce qu'ils veulent et pas la globalité. On est obligé d'aller sur les réseaux. En fait, on a surtout CNews qui est en train d'embarquer tout le monde vers l'extrême droite. Donc ça, c'est un peu flippant. Avant, tous les médias étaient franchement de gauche. Donc CNews, ça rééquilibre un peu le débat. Je pense que c'est bien que les médias soient politisés, que chacun affirme leur parti, mais il faut bien que ce soit mis en avant. Qu'on essaye de, politiser la couleur de peau, qu'on essaie de politiser tout et n'importe quoi sans réellement s'intéresser aux réels problèmes comme par exemple le manque d'argent des Français. Bienvenue dans la Fabrique de l'Info, la 16e édition produite par les étudiants de Master 2 de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Nous allons réfléchir, décrypter et analyser la production de l'information avec nos journalistes et invités en plateau. Un grand thème guidera notre émission, la polarisation des médias. Il y a 4 mois, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, le soir même de la victoire écrasante du Rassemblement national aux élections européennes. Commence alors une campagne politique express de 2 semaines. Le jeu des extrêmes se joue sur tous les terrains, dans la société, dans la politique, mais aussi dans les médias, au point de parler d'une polarisation. Avec d'un côté la galaxie Bolloré et la surreprésentation du discours de l'extrême droite, et de l'autre côté, des petits médias indépendants de gauche. La scène médiatique n'a jamais été aussi fragmentée et politisée. Alors, le débat démocratique est-il en péril ? Pendant 2 semaines, la rédaction de la Fabrique de l'Info a donc tenté de comprendre cette guerre de l'info. Toutes nos productions sont à retrouver sur le site internet lafabriquedelinfo.fr ou en flashant ce QR code en bas de votre écran. Dans cette première partie d'émission, nous allons vous livrer les clés pour déchiffrer cette polarisation. Ensuite, nous en débattrons avec nos invités avant de se pencher sur ses conséquences. Nous n'oublierons pas de vous donner quelques éclairages pour s'y retrouver dans cette société que certains qualifient désormais du commentaire et de l'opinion. Allez, on commence tout de suite avec une première chronique. Bonjour Zian Palot. Bonjour Noah. Sur les chaînes d'information en continu, le journalisme de commentaires est bien installé. Sur les plateaux, certains invités et experts sont présentés comme des éditorialistes alors qu'ils ne sont même pas journalistes. Ils viennent commenter toutes sortes de sujets, allant du conflit israélo-palestinien au changement de club de Kylian Mbappé. Mais Zian, d'où vient cette emprise de l'opinion ? Eh bien, ces dernières années dénotent d'une omniprésence du clash et du buzz, génération Internet oblige, et on a pu observer les chaînes d'actualité filer droit dans l'info-entertainment. Grossièrement, plus c'est choquant, mieux c'est. Que vous souhaitez consacrer votre premier édito, mon cher Mathieu. Je vous dis pourquoi cette phrase. Oui. Une explication, une double explication psychologique. Je pense que cette phrase qui vous indigne... Il faut des policiers pour faire appliquer. D'accord. Il faut des policiers pour faire appliquer. C'est le maire. C'est ça le problème. Que fait le maire ? Ce qui plaît, c'est la confrontation. Voilà pourquoi nos téléviseurs sont continuellement parasités par ce journalisme d'opinion, qu'on voit d'ailleurs plutôt en théorie chez nos confrères de la presse écrite. Les chaînes d'infos ont vu que les éditos papier permettaient de générer du débat. Ni une ni deux, ils se sont empressés d'en faire une formule magique que tous les concurrents ont adoptée depuis. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'arrivée du milliardaire Vincent Bolloré à la tête de certaines des plus grosses chaînes d'infos en continu. Tout à fait. La croisade bollorienne a su profiter de ces néo-éditorialistes dont l'objectif n'est plus que de promouvoir une idéologie d'extrême droite en ce qui concerne CNews, bien que cette dernière réfute. L'édito est désormais au-delà du débat, il sert à défendre un parti, une doctrine, et ce, quel que soit le sujet. Et Zian, cela crée de la confusion dans l'esprit des spectateurs. Tout à fait, un amalgame même, entre le véritable éditorialiste qui cherche à questionner son lecteur et le néo-éditorialiste qui lui ne fait que prêcher pour sa paroisse. Et malheureusement, c'est inévitable aujourd'hui, tant l'opinion est rentrée dans nos habitudes, allant jusqu'à décrédibiliser une partie de la profession. J'en profiterai pour terminer cette chronique en citant l'intellectuel marxiste Antonio Gramsci, qui disait que le meilleur moyen de mener une bataille idéologique, c'était par la bataille culturelle. Autrement dit, plus on donne de visibilité à ces clashs d'opinion, plus le phénomène s'accroît et moins on fait de journalisme. Merci Zian. D'ailleurs, beaucoup de chaînes que l'on peut qualifier d'opinion ne mentionnent pas les tendances politiques des invités ou des éditorialistes en plateau, alors qu'ils défendent pourtant certaines idéologies. CNews, la chaîne du mania des médias et milliardaire Vincent Bolloré, en a fait sa spécialité. On accueille sur le plateau Alexis Gérard, bonjour. Bonjour.
si dans votre revue de presse, vous allez nous parler de la bollorisation des médias. Et pour nous expliquer ce phénomène, vous avez pris l'exemple de l'affaire Philippine. Alexis, c'est à vous. Pour rappel, Philippine Lenoir de Carlan est une jeune étudiante de 19 ans. Elle a été violée puis assassinée au Bois de Boulogne le 21 septembre. Et après enquête, un suspect est interpellé 3 jours plus tard. L'information tombe peu avant 20h, c'est un ressortissant marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol et sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. La presse quotidienne titre alors sur l'identité du suspect, Le Parisien, Ouest France ou encore La Croix se focalise sur l'arrestation, tandis que le JDD de Vincent Bolloré s'axe lui tout de suite sur l'OQTF. Et du côté des chaînes info, un gouffre se creuse aussi. BFM TV, France Info et LCI ne parlent que d'interpellation dans leurs premières annonces, tandis que CNews, de son côté, mentionne tout de suite dans ses titres sa nationalité et son OQTF. Les médias Bolloré peuvent alors mettre en place leur rhétorique anti-migration et transformer ce fait divers en fait de société. Alexis, y a-t-il un avant et après arrestation ? Absolument. Avant l'interpellation, seuls 4 reportages et décryptages sont publiés sur le site de CNews à propos du meurtre de Philippine en l'espace de 3 jours. Dès que la chaîne apprend l'identité du suspect, elle en produit 14 en moins de 24 heures. Et depuis, l'affaire Philippine est le cœur de 65 articles sur le site de CNews, bien loin des 31 de sa rivale BFM TV ou encore des 39 sujets de France Info. Des chiffres qui correspondent peu ou prou au temps d'antenne consacré à l'affaire. D'ailleurs, les termes OQTF et marocain sont du pain béni pour la chaîne de Vincent Bolloré. Et ce ne sont pas les invités qui vont dire le contraire, ils s'ancrent tous dans la lignée radicale du média. Ce drame est une nouvelle illustration du lien entre insécurité et immigration, selon l'avocat Thibault de Montbrial, et les éditos des journalistes relaient les mêmes idées. Certains pointent du doigt les institutions, la justice défaillante pour Pascal Praud, et d'autres invectives leurs adversaires politiques philippines et les indignations sélectives de la gauche du côté de Paul Sugy. Une question se pose alors, CNews impose-t-il son récit aux autres chaînes info ? Oui, même si BFM TV reste modéré et préfère poser des questions à ses téléspectateurs. Expulsion et OQTF, nos voisins européens sont-ils plus efficaces ? Ou encore pourquoi l'OQTF visant le suspect n'avait-elle pas été exécutée ? Et Alexis, si les faits divers sont devenus le fer de lance des médias Bolloré comme vous venez de l'expliquer, la politique n'est pas en reste. Oui, les législatives ont été une période cruciale pour l'empire médiatique du milliardaire. Ces pensées conservatrices étaient partout, sur Europe 1 notamment avec On marche sur la tête de Cyril Hanouna, sur CNews bien sûr, mais aussi dans la presse papier. En plein entre-deux tours, le JDD met en ligne un article affirmant que le gouvernement va suspendre la loi immigration. Une allégation immédiatement démentie par l'exécutif, Gabriel Attal parlant même de méthode trumpiste. Et l'extrême droite a tout de même sauté sur l'occasion. Jordan Bardella n'a pas attendu longtemps. Sur X, il appelle les électeurs à empêcher une coalition Macron-Mélenchon sous le contrôle de l'extrême gauche. Alors l'article du JDD a depuis été modifié, mais il illustre à la perfection la manipulation de l'information au profit d'une droite radicale. Et 2 semaines plus tard, les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra sont invités à s'exprimer dans le média de Bolloré. Et le journal L'Opinion s'en amuse, la Macronie accuse le JDD de diffuser des fake news, mais lui accorde des interviews. La bollorisation des médias, c'est donc ça. La transformation de médias en instruments de propagande au profit de la droite radicale, voire plus, un concept qui fait bon ménage avec la banalisation de l'extrême droite. Et pour aller plus loin, vous pouvez consulter l'article de Pierre Baillet, Faits divers, quand l'extrême droite contamine les plateaux, et celui de nos collègues Lisa Desfossés, Agathe Di Leonardo et Manon Maurice sur l'instrumentalisation des féminicides par certains médias. Vous connaissez le chemin maintenant. Rendez-vous sur le site lafabriquedelinfo.fr ou en flashant ce QR code. Damien, certains titres vont même encore plus loin. Autrefois marginaux, quelques médias d'extrême droite déploient toute une stratégie pour atteindre un public plus large. Les réseaux sociaux leur ont servi de porte-voix et leur discours est désormais relayé sur certaines chaînes d'infos en continu. Adrien Voyer s'est penché sur le cas du magazine et site web Frontières, décryptage. Frontières, l'ancien livre noir refondé en apparence depuis 4 mois, est très affirmé politiquement. Dans un documentaire débat d'1h30, la chaîne parlementaire présente Frontières comme le fer de lance de la nouvelle presse d'extrême droite. C'est un média d'opinion et il ne s'en cache pas. Depuis juillet dernier, date de la création du compte Twitter de Frontières, pas moins de 100 publications issues du compte Twitter de CNews ont été retweetées. Éric Tegner, ancien membre des Républicains, proche de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, a créé ce média avec une idée en tête,
l'union des droites. D'ailleurs, le choix de leurs invités s'inscrit dans cette ligne directrice. Dernièrement invité dans la matinale, Guilhem Carayon, ancien des Républicains, partisan de l'alliance LR-RN d'Éric Ciotti. Les Républicains Canal Historique, eux, sont exclus du jeu. Frontière semble tout miser sur la figure rassembleuse de Jordan Bardella et n'hésite pas à l'encenser. Notamment cette vidéo d'une durée originale de 2 minutes qui n'est entrecoupée d'aucun commentaire apportant un quelconque éclairage. Et le média va même plus loin en diffusant des capsules vidéo humoristiques comme cette interaction entre un député RN et une journaliste de BFM TV. Vous n'allez pas expulser 700 000 personnes? Pourquoi? Résultat, ce genre d'initiative brouille forcément la frontière entre journalisme et militantisme jusqu'à la faire disparaître. Présenté comme un simple journaliste lorsqu'il est invité sur le plateau de CNews, Éric Tegner livre une information toujours orientée. Et c'est là que le problème s'intensifie, quand des médias grand public ouvrent leur antenne à des médias militants, sans préciser qu'ils le sont. Contacté, Frontière n'a pas donné suite à nos sollicitations et pour poursuivre ce décryptage, nous accueillons Ludovic Renard, politologue à Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission pour analyser avec nous la polarisation des médias. Adrien Voyer nous a aussi rejoint sur le plateau pour mener cette interview. Adrien, on vous passe la main. Ludovic Renard, bonjour. J'aimerais d'abord vous faire rebondir sur notre tout dernier sujet. Frontière est au départ un média de niche, mais la présence de ces journalistes sur les plateaux de télévision rend leur force de frappe énorme et très importante. Frontière n'est pas le seul, il y en a d'autres, des médias comme celui-là. D'où ma première question, comment limiter l'influence de ces médias devenus quasiment des organes de presse pour ces partis politiques ? Il faut rappeler que quand même, ce n'est pas du journalisme, ce sont des médias, mais c'est de la propagande. Ce n'est pas du journalisme. Donc la question que vous posez, c'est premièrement de rappeler quel est le statut de ces intervenants quand ils se prétendent être journalistes. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'écho que l'on donne à leurs propos. Et c'est là où, bien sûr, c'est délicat pour des chaînes d'information en continu, puisque ce que produisent ces propagandistes est de nature à entretenir ce qui a été dit dans vos reportages, bien sûr, le clash permanent, le débat, le commentaire, et à susciter ce qui est souhaité par les auditeurs de ces médias, c'est-à-dire la dispute autour de valeurs finalement autour desquelles ils se rejoignent. Vous en parliez justement, le commentaire, le clash permanent. Alors les débats qui sont proposés sur ces chaînes, à quel point ils sont imposés dans l'agenda médiatique ? C'est ça c'est là où il faut peut-être nuancer un petit peu les choses. Bien évidemment que ces choses-là existent et qu'elles ont un impact très fort aujourd'hui sur ce qui fait les news et ce qui est le plus débattu, en tout cas dans certains cercles de l'opinion publique et dans le fil de la journée, de ce qui est repris, etc. Mais cette actualité qui est très chaude, il ne faut pas oublier qu'elle existe à côté d'une actualité beaucoup plus froide et qui n'a jamais été aussi puissante pour décrypter et analyser le simplisme de ces arguments qui sont avancés, le parti pris qu'ils disent. Donc il ne faudrait pas penser que, bien sûr, si elle a de l'influence, si elle exerce une influence, si elle s'impose à l'agenda des acteurs politiques, des autres journalistes, on ferait abstraction de l'ensemble du reste des médias qui, largement, a des instruments de fact-checking, de décryptage, de décodage, et puis produit une information qui est une information, elle, froide, qui répond à des critères journalistiques, d'exactitude, de cadrage, etc. Là où il peut y avoir des interrogations, par exemple, vous prenez le fil du monde. Si le fil du monde donne beaucoup de crédit à ces prises de position, parce que ce sont celles que nous, le public, nous attendons, eh bien là, il y a des questions à se poser pour les journalistes collectivement, en fonction de leur ligne éditoriale, de la résistance qu'ils peuvent avoir par rapport à cette actualité chaude, qui est celle qui va faire réagir. Je vous rappelle que Twitter, au début, comme réseau social, c'était un truc de journalistes. Et puis ça s'est, voilà. Alors maintenant, vos reportages l'ont dit, ça s'est diffusé, les réseaux sociaux ont une toute autre ampleur, mais il faut essayer de bien faire la différence et aussi de garder peut-être raison sur l'influence que l'on prête
à cette propagande-là. Alors les réseaux sociaux, on va en parler, mais d'abord le cas de C8, parce qu'on sait que voilà, la régulation des médias elle est de plus en plus importante. Donc le cas de C8 et ses très nombreuses amendes, on parle de 8 millions d'euros, voilà, ça montre que la chaîne est davantage attachée au discours qu'elle tient, à son audience, à son profit aussi, plutôt qu'au respect de ses obligations envers notamment le pluralisme. Alors ma question elle est toute simple, pourquoi l'Arcom ne parvient pas à mettre fin à ces pratiques ? Alors, s'agissant de C8, la TNT n'a pas été renouvelée. Donc, ce n'est pas le cas pour CNews, mais pour C8, c'est terminé. Ça, c'est important de bien le comprendre. Vous pouvez avoir une ligne éditoriale. Il n'y a aucune régulation en France, y compris celle de l'Arcom, qui veille au pluralisme politique, c'est-à-dire au fait que l'ensemble des courants d'opinion soient représentés au sein de la société et donc des médias, y compris l'Arcom, n'interdit pas d'avoir une ligne éditoriale. Vous pouvez avoir une ligne éditoriale qui va privilégier certains sujets, certaines valeurs. Donc ça, ce n'est pas interdit. Et il y a, Dieu merci, un pluralisme d'opinion qui est garanti en France et de longue date avec des instruments qui ont plutôt montré leur efficacité. Ce qui est interdit, c'est la propagande. C'est-à-dire que si C8, parce qu'elle ne fait entendre que les mêmes personnes, que le même discours, continue de le faire comme elle l'a fait en dépit et avec des propos, pour le coup, qui étaient discriminatoires sur des couleurs de peau, des religions, etc. Si elle continue de le faire, elle est forcément sanctionnée à un moment ou à un autre, puisque ça va être une mise en garde, et puis une mise en demeure, et puis finalement, extinction des feux, parce que vous ne respectez pas le pluralisme, et ça, c'est un principe qui est constitutionnel. Donc il y a quand même le moyen de le faire et de le défendre en France, même si, encore une fois, c'est une chambre d'écho incroyable, comme vous l'avez rappelé. Donc il faut être confiant sur ce pluralisme-là, pas déduire du fait qu'il y a bien sûr la présence d'un milliardaire qui a des moyens, que ce sont des milliardaires qui possèdent les entreprises de presse, etc. Il y a quand même une régulation qui, à mon sens, protège et garantit. Quand on ne fait pas du journalisme, on n'a plus de chaîne hertzienne pour pouvoir, TNT avec les fréquences hertziennes, pour pouvoir s'exprimer, parce que ce n'est plus du journalisme. Et donc là, le régulateur a fait son travail. D'accord, ma toute dernière question, le débat démocratique de plus en plus détérioré, est-ce qu'il a une chance d'être sauvé ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Le débat démocratique, ça suppose un espace public qui soit politique, dans lequel le pluralisme des opinions puisse se faire, mais qui repose sur un certain nombre de procédures dont les journalistes font partie. Les journalistes sont des médiateurs comme les partis politiques, etc. Donc il faut que ça fonctionne bien. Si on veut un bon espace public, il faut que le métier de journaliste puisse continuer à se faire, que les choses soient débattues, qu'on ne transige pas sur l'exactitude des faits, qu'on ne transige pas sur les lignes éditoriales qui sont les deux éléments qui garantissent la neutralité ou l'honnêteté de la production du journalisme, et que cela débouche, que cette procédure institutionnalisée de mise en débat, toujours perfectible, y compris pour les journalistes, débouche sur des débats publics qui soient les plus rationnels possibles. Vous parliez de rhétorique tout à l'heure, il faut qu'il y ait les moyens. Vous parliez de rhétorique d'extrême droite s'agissant de l'immigration, il faut qu'il y ait les moyens dans l'espace public, une rhétorique de gauche ou progressiste en faveur d'une autre conception de l'immigration puisse se développer. Si elle ne se développe pas, c'est peut-être aussi de la responsabilité des journalistes, certainement de la classe politique et des dirigeants politiques qui ont vocation à offrir des solutions et des contre-discours à cela, mais également aussi aux médias qui parfois peuvent être tentés juste de crier au loup, mais peut-être de ne pas faire le travail suffisant pour convaincre une partie des Français que ce qui est dit par certains n'a aucune valeur. Merci Ludovic Renard pour cet entretien court, mais extrêmement intéressant. Merci Adrien pour cette première interview. En plus de cette menace idéologique, les journalistes font aussi face à des intimidations physiques. Pendant la campagne législative, les journalistes ont été la cible de cyberharcèlement et de menaces de mort, des intimidations proférées par des groupes d'extrême droite. Paty Delaspre a recueilli plusieurs témoignages de journalistes ciblés. Nique ta mère, sale juif de Ricardo, j'ai gazé toute ta famille. Il manque que toi, le petit PD de journaliste, juif antifa de merde. Ce genre de menaces, de plus en plus de journalistes en reçoivent au quotidien. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur le terrain, la haine et le cyberharcèlement envers eux ne cessent d'augmenter. Numéros de téléphone publiés, adresses personnelles dévoilées, photomontages morbides partagés en masse sur les réseaux sociaux, voilà ce à quoi les journalistes doivent faire face aujourd'hui.
C'est ce que vit Ricardo Parreira, journaliste spécialisé dans l'enquête sur l'extrême droite radicale. Depuis des années, il subit des violences en ligne et sur le terrain, ce qui a considérablement changé sa manière de travailler. En fait, c'est de la pression psychologique tout le temps. Je me réveille et je vais sur Twitter, je lis ces messages d'insultes, ces messages qui me dégradent. Et parfois, il y a aussi des menaces de mort. Donc moi, je réduis à peu près en 80% mon travail de terrain. En travaillant sur ces sujets-là, Ricardo Parreira se place en première ligne face aux menaces. Mais alors comment expliquer cette montée de haine venant des groupes d'extrême droite? Eh bien, selon Emmanuel Casajus, docteur en sociologie, ce phénomène pourrait s'expliquer par les différentes percées électorales qui donnent un sentiment de légitimité à certains militants pour justifier leur acte. L'idée qu'ils ont, c'est qu'ils sont légitimes parce qu'ils traduisent l'idée du peuple. Et d'ailleurs, beaucoup de menaces et de harcèlement, ça va être, vous allez voir quand les Français vont venir vous chercher. Donc ils se mettent derrière une légitimité populaire, et cette légitimité populaire, elle vient du fait que le Rassemblement national se targue d'être le premier parti de France et qu'il fait des scores importants et renouvelés à chaque élection depuis 2017. L'espace laissé par les réseaux sociaux comme X ou encore Telegram a amplifié cette violence, mais ne suffit pas à déstabiliser tous les journalistes. Le 12 juillet dernier, au lendemain des législatives, le nom d'une 60aine de journalistes français s'est retrouvé sur une liste de personnalités à assassiner. Derrière cette menace, le groupe d'extrême droite Réseau Libre. C'est après la publication d'une tribune dans l'Humanité que ces journalistes et personnalités publiques se sont retrouvés ciblés par ce groupe. C'est le cas de Nora Hamadi, journaliste pour France Culture et BFM TV. Elle est menacée, mais ne se laisse pas pour autant intimider. Si on commence à se poser la question des menaces au moment où on se met à parler, c'est que déjà, en fait, ils ont gagné. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, à mon sens. C'est que ces procédures Bayon-là, elles ont cet objet-là. C'est comment on crée une forme de harcèlement des journalistes, des médias qui lèvent des lièvres ou qui portent des paroles et des discours qui ne sont pas dans leur ligne pour tenter, en fait, de les censurer. Même si en France, les menaces de l'extrême droite visent surtout à intimider et à rendre le climat médiatique plus tendu, il est essentiel de rappeler que la liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie. Des rédactions entières sont aussi ciblées par ces menaces. Street Press est l'une d'entre elles. Le média indépendant engagé à gauche a ouvert en novembre dernier une cagnotte en ligne pour financer une enquête sur l'extrême droite. Une vague de cyberharcèlement menée par des militants de la même mouvance a suivi. La rédaction a dû renforcer sa sécurité. On regarde le témoignage de Christophe Cécile Garnier, rédacteur en chef adjoint du chef du pôle reportage chez Street Press. On se dit toujours, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur ma famille, mes amis, les personnes que j'apprécie. Blinder la porte d'entrée, je crois que c'est arrivé il y a 2 ans. C'est arrivé il y a 2 ans où on avait eu les premières... il y a toujours eu des grosses menaces. Mais là, il y avait vraiment, en très peu de temps, des menaces de « on connaît votre adresse, on va venir », plus menaces de mort type... AR15. Puis on était dans une rédac à l'époque où une fois qu'on rentrait, la porte d'entrée était la porte de sortie. Et une personne mal intentionnée qui rentrait dedans et qui avait je ne sais quel attirail sur lui pouvait, il n'y avait pas de possibilité trop de s'échapper. Ce qui change maintenant dans nos nouveaux locaux. Donc voilà, on a des trucs avec des badges comme vous avez pu voir, plein d'étages. Mais il y a quand même eu des tentatives un peu... de venir nous voir ici aussi, et du coup l'endroit dans lequel on est fait le nécessaire pour un peu nous protéger aussi de cette façon-là. Chaque fois je me disais mais en fait ces mecs-là ils débarquent, une chance sur 2 donc qu'ils ont de rentrer dans la rédac, à partir de là qu'est-ce qui se passe? On est un peu dans la merde. Des propos recueillis par Agathe Courret et Noah Roche. Le témoignage dans son intégralité est disponible sur le site de la Fabrique de l'info.fr. D'ailleurs, les menaces continuent chez Street Press. Dans la semaine, le média a annoncé la sortie de son documentaire Naël, 1 an après la révolte étouffée, une enquête marquée une nouvelle fois par un déchaînement de haine et de menaces de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. À l'international aussi, les journalistes risquent parfois leur vie. Chaque année, certains sont tués pour avoir osé dire la vérité, certains souvent dans des contextes de corruption, de répression et de conflits politiques. Olivia, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Fabrique de l'Info.
On va regarder ces visages, Jaime Vasquez, Chris Bundukin, Marco Aurelio Ramirez, des noms qui ne vous disent rien mais qui résonnent dans le monde du journalisme comme symbole des voix censurées dans des pays où la liberté de la presse est en danger. Des journalistes qui dénoncent la corruption ou les abus de pouvoir sont perçus comme des menaces par les gouvernements qui voient dans leur travail un danger pour leur stabilité. Ces attaques ciblées sont souvent orchestrées par des régimes politiques ou des groupes armés. Y a-t-il, Olivia, des pays plus dangereux que d'autres pour les journalistes ? Effectivement, oui. Il est évident que certaines régions du monde sont devenues des zones rouges pour la pratique du journalisme. Le Mexique, par exemple, est l'un des pays les plus meurtriers pour les journalistes, avec des dizaines d'assassinats ciblés ces dernières années. Souvent, ces crimes sont liés à la couverture du trafic de drogue ou à la dénonciation de la corruption policière et politique. Reporters sans frontières documente chaque année ces attaques. En 2023, 45 journalistes ont été tués pour avoir simplement fait leur travail. Parmi eux, des noms marquants, comme celui de Kamran Dawar au Pakistan ou de Halima Idriss Salim au Soudan, tous deux assassinés pour avoir couvert des sujets sensibles de corruption et de crimes organisés. Mais pourtant, le nombre de journalistes tués a bien diminué ces dernières années. Oui, effectivement, Noah, mais cette baisse ne reflète pas une amélioration de la sécurité. En réalité, les professionnels de l'information sont de plus en plus contraints à se taire face aux menaces. Ils adoptent des mesures de précaution, limitant leurs enquêtes ou évitant de couvrir certains sujets sensibles pour protéger leur vie. La peur des représailles pousse de nombreux reporters à l'autocensure en mettant en péril leur rôle de contre-pouvoir essentiel dans nos sociétés. Et Olivia, ces assassinats restent pourtant toujours impunis. C'est pourquoi des organisations comme Reporters sans frontières militent activement pour des enquêtes internationales sur les meurtres de journalistes et demandent aux États d'améliorer leur protection. Merci Olivia. Ludovic Renard, est-ce que ces menaces envers les journalistes ont toujours existé ou sommes-nous dans un moment d'histoire particulièrement tendu pour la profession ? Alors, oui, un moment particulier, ça a toujours existé, et il y a une protection qui s'organise, ça a été rappelé par votre collègue journaliste, mais il y a des conflits qui sont apparus. Quand on regarde un petit peu les zones qui sont les plus dangereuses pour vos collègues, sans surprise, c'est le monde russe et bélarus qui emprisonnent beaucoup, et puis au premier rang desquels, un pays dans lequel il n'y a pas de liberté d'opinion, la Chine. Donc à partir du moment où il y a cette remontée des empires et avec les guerres successives qui s'enchaînent liées à ces volontés d'impérialisme, c'est difficile aujourd'hui d'exercer, mais nécessaire d'exercer la profession d'informer. Et plus tôt dans l'émission, Paty Delaspre s'est intéressée aux journalistes menacés par l'extrême droite. Est-ce que justement l'extrême droite est la seule à menacer les journalistes ? Non, enfin, les menacer physiquement, ça a été rappelé avec l'histoire, la story sur Réseau Libre. Oui, à ma connaissance, effectivement, là où il y a eu le plus de dépôts de plaintes enregistrés en France, c'est sur des réseaux d'extrême droite qui ont menacé des journalistes. Est-ce qu'il y a simplement ce courant de pensée qui menace et qui fait peser des contraintes et qui essaye de bâillonner le journalisme? On peut penser à d'autres courants d'opinion ou à d'autres forces économiques ou liées au nouveau pouvoir des données, etc. Il y a bien sûr d'autres pressions qui s'exercent sur le journalisme. S'agissant des courants d'opinion et de leurs débouchés politiques, on peut effectivement penser que portés par les opinions publiques en France, mais également au-delà de la France, en Europe, qui soutiennent des gouvernements de droite ou de droite radicale, bien sûr qu'il y a un champ d'expression qui s'ouvre, mais encore une fois qui est réprimé sévèrement par les tribunaux. Et alors, dans ce contexte très politisé, les vraies préoccupations des gens ne sont pas toujours prises en compte. Alors, existe-t-il un désert médiatique ? Comment les zones rurales sont-elles traitées par les médias nationaux ? Sont-elles oubliées ou caricaturées ? Et quelles conséquences dans les urnes ? Damien, vous vous êtes rendu avec Adrien Voyer à Mussidan en Dordogne. Reportage. Qui parle des zones rurales ? Pour le savoir, on a épluché la presse française. Aujourd'hui en France, Le Figaro, Libé, Le Monde
À peine mentionnées, les campagnes sont souvent réduites à leur terroir. Direction Mussidan. Cette petite ville du Périgord de 2700 âmes est située à 1 heure de Bordeaux et à 20 minutes de Périgueux. Une ville vieillissante avec un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. D'ici, quel regard porte-t-on sur les médias nationaux? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger un petit instant? Un petit instant. Deux petits instants. On aimerait vous demander ce que vous pensez des médias nationaux. Ces retraités préparent le thé dansant qui aura lieu dimanche, l'occasion de leur demander si elles se sentent considérées par les médias. Mussidan à la télévision. J'ai jamais vu Mussidan à la télévision. Non. Jamais. Ah non. Non. Alors, quand les médias mentionnent leur région, de quoi parlent-ils? Sur la Dordogne, c'est un peu vulgaire, mais c'est la bouffe. Hein. Sur la Dordogne, ils vont parler du sec, ils vont parler du canard, du foie gras. Est-ce que vous vous sentez oublié ou pas suffisamment Oui, considéré? aussi, oublié, oui, aussi, si. Peut-être qu'on va passer après autre chose, après on va reparler de la politique, après on passera peut-être pas en premier, nous. Cet artisan boulanger, installé à Mussidan depuis son adolescence, estime que le terroir est représentatif des campagnes. Les informations qu'il y avait avec Jean-Pierre Pernaut sur l'artisanat, sur des choses comme ça, sur des choses qui paraissent un peu ça sert à quoi, ça ne sert à rien. Mais ça parle de ce qui se passe réellement dans les campagnes, dans les choses comme ça. Et je trouve ça intéressant de mettre ça en avant. Mais pour lui, la part donnée aux campagnes dans les médias est encore trop faible. Depuis l'épisode des Gilets jaunes, on parle plus de ruralité. Mais c'est souvent centré quand même sur les grandes villes, ce qui est logique puisqu'il y a beaucoup de monde dans les grandes villes. Mais comme je disais, il y a aussi beaucoup de monde dans plein de petits villages. Donc ce serait bien que ce soit peut-être un peu plus traité. Ouais. Ici à Mussidan, nous sommes dans la première circonscription de Dordogne. Elle a basculé Rassemblement National aux législatives de juin dernier. Le RN mise sur une opposition entre ruraux et urbains, avec comme conséquence de renforcer un sentiment d'oubli déjà ancré. Ils alimentent ce discours-là quand même. Hein. Oui, vous souffrez alors que c'est vous qui bossez, mais on vous oublie. Et donc votez pour nous parce que nous, on va penser à vous, on va faire des choses pour vous. Et les méchants, entre guillemets, c'est les bobos dans l'urbain. C'est l'élite qui vit dans les villes. Et puis, c'est les immigrés et les assistés. Hein, il y a vraiment ça. Donc, ils récupèrent et ils alimentent un peu ce discours. Mais c'est vrai que c'est un discours qui est d'une certaine manière repris dans beaucoup de médias aussi, quoi. Mais alors, quelle solution pour mieux traiter ces territoires? Pour ce journaliste à Périgueux, l'ancrage de la presse dans les campagnes fait partie de la solution. L'idée, c'est d'être un peu présent partout, de discuter en fait avec les gens. Et forcément, on a une vision beaucoup plus maillée que le média national qui ne peut pas aller dans tous les départements de France tout le temps. C'est beaucoup plus compliqué pour lui, il y a beaucoup plus de dynamique à analyser que nous, analyser le territoire sur lequel en fait on travaille et surtout sur lequel on vit. Autre solution avancée, renforcer la diversité sociale et d'origine des journalistes dans les rédactions. Alors Ludovic Renard, je vous pose la question, où en est-on en termes de diversité sociale des journalistes dans les rédactions ? Alors des efforts sont faits, là aussi ils sont encadrés par la loi, je pense notamment au baromètre sur la diversité sociale dans les médias, qui est chaque année actualisé, avec des vagues d'enquête pendant 2 semaines pour voir quels sont les types d'individus en fonction de leurs propres caractéristiques, âge, origine, bien sûr perception de l'origine, etc. Donc il y a des efforts qui sont faits, soutenus par les organisations représentatives des personnels et des journalistes. Donc malheureusement, les discriminations restent patentes. On ne voit pas beaucoup de très vieux, on ne voit pas beaucoup de très jeunes. On voit massivement des catégories socio-professionnelles supérieures qui ne correspondent pas à la distribution de la population dans la société française. Bien évidemment, ce sont majoritairement des perceptions de couleur blanche qui sont à l'écran. Voilà, donc il y a des efforts qui sont à faire. Après, il faut peut-être aussi être un petit peu indulgent avec les médias qui, bien sûr, ils ont vocation, comme nous dit Stendhal, à être le miroir qu'on promène le long d'une rivière. Mais ils ont également, et c'est là où peut-être les propos des universitaires, des académiques sont un peu durs vis-à-vis des médias, c'est dur de rendre de la complexité de ce que c'est finalement que la diversité, comment elle s'incarne, etc. Les journalistes
comme les partis politiques, sont également là pour donner des stéréotypes et pour donner des images qui permettent à une opinion large de se donner une représentation de ce que les choses sont. Alors quand l'image n'a rien à voir avec la réalité, on est d'accord, c'est bien un problème, mais là encore, il ne faut peut-être pas s'arrêter uniquement sur ceux qui donnent des caricatures, mais voir le travail absolument remarquable qui est fait, enfin je parle, j'ai un peu plus d'ancienneté que vous, voilà, sur les dimensions d'investigation et d'enquête sur la société qui est aujourd'hui réalisée par l'ensemble des médias, et ça veut dire parfois dans les campagnes ce que les Américains appellent hyper-localism, c'est-à-dire c'est pas des journalistes qui font l'information, ça va être des communautés qui elles-mêmes vont produire une information, mais pour le coup va être vérifiée, justifiée, etc. Et puis dans les campagnes, il y a quand même une presse qui parle aux gens qui habitent dans les zones rurales, c'est la presse agricole. Elle est spécialisée, mais elle leur parle. Hein. Là, on ne peut pas leur raconter des histoires, les gens vivent dans les lieux. Donc, après, vous avez traditionnellement des grands quotidiens locaux comme Sud-Ouest qui s'arrangent pour garder ce maillage-là. Et effectivement, à travers le système des correspondants, à travers la numérisation des rédactions, parviennent aussi à donner une image différente que celle qu'on peut avoir dans un journal télévisé, effectivement, qui forcément va être réductrice. Et comme vous venez de nous l'expliquer, tout n'est pas noir. De nombreux médias se concentrent sur les faits et livrent une information factuelle. L'enjeu aujourd'hui est alors de s'y retrouver. Comment dénicher une information vérifiée, juste et équilibrée? Pour vous donner quelques conseils, nous accueillons en plateau Elsa Pujos. Bonjour. Documentaliste au collège Francisco Goya de Bordeaux et intervenante en EMI, éducation des médias. Louise Gerbeau est également avec nous sur ce plateau pour mener cet entretien. Bonjour Elsa Pujos, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour cette séquence, nous sommes allés directement à la rencontre des citoyennes et citoyens de Bordeaux pour leur poser directement la question autour des médias, s'ils ont des questions, et le métier de journaliste. Et donc, pour cette première question, nous avons recueilli la question de cette jeune fille. Bonjour, ce serait pour savoir, est-ce que quand on va sur Google, tout ce qu'on voit c'est vrai et comment on peut savoir si c'est vrai ? Alors, comment démêler le vrai du faux? Avez-vous des conseils à lui donner? Alors, des conseils, je ne sais pas, elle a l'air très très jeune cette jeune fille. Moi, ce que je peux dire de ce que l'on fait nous en collège, mais en lycée aussi, mais surtout en collège, dans l'éducation aux médias et à l'information, c'est qu'on essaye de les initier effectivement à qu'est-ce que c'est qu'une information déjà, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que l'éducation à l'évaluation de l'information? En fait, c'est la notion de fiabilité, de source, d'autorité. Alors, ça peut paraître très, très, très complexe comme cela, mais en gros, si vous voulez, de la 6e à la terminale, mais même avant, on peut commencer dans les toutes petites classes, en fait, c'est monter en compétences tranquillement, essayer de définir, déjà essayer d'identifier données et informations. Là, déjà, on essaye de trier ça. Le monde des médias, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ne vous aura pas échappé. D'ailleurs, elle parle de Google, elle ne parle pas du JT de 20h, elle ne parle pas de Sud-Ouest ni du Monde, elle parle de Google. Alors, les jeunes, maintenant, ils ont tous, d'ailleurs, moi j'ai le mien sur la table, ils ont tous leur petit téléphone. Et en fait, la différence, je pense, entre moi, qui suis une vieille maintenant, et les petits jeunes, c'est qu'en fait, l'information, elle leur arrive. Ils la choisissent pas. Ils sont sur leur fil TikTok, Insta, et puis pof, il y a Brut qui arrive, et puis il y a une magnifique présentation. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que j'en fais? C'est fini d'aller acheter Le Monde le soir ou d'avoir l'abonnement à Sud-Ouest. Ça, c'est vrai. Après, il n'en reste pas moins que nous, au collège, on essaye toujours de leur rappeler dans l'historique des médias, effectivement, la presse papier qui reste encore une espèce sur un socle comme ça de choses, voilà, des équipes de rédaction, la fiabilité, le circule info, comment ça marche. On essaye de parler de tout ça. Et évidemment, on parle des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a Le Monde, il y a l'IB, il y a Le Figaro. C'est aussi c'est sourcé, c'est une autorité aussi. Et puis il y a le reste. Merci. On a reçu ensuite cette question sur les réseaux sociaux, je vous la lis. Comment identifier la ligne éditoriale d'un journal ou d'une émission? Voilà, est-ce que c'est vrai? C'est pas forcément évident, vous aurez quelques conseils? Alors, déjà, avant d'identifier, c'est savoir que ça existe. En fait, c'est nous, en collège, on travaille sur la question, par exemple, est-ce que les journalistes disent la vérité? Est-ce qu'ils disent tous la même chose? Oui, non, pourquoi? Et j'entendais précédemment, il y avait un petit papier sur les menaces qui pèsent sur les journalistes. Ça, c'est une entrée qu'on utilise. Nous, on leur parle, on se sert d'RSF, là, on met la carte, la map monde, il y a un code couleur, et on leur dit, voilà les pays où on emprisonne, où on tue des journalistes
Pourquoi d'après vous? Alors ça, des gens en général, ils ne savent pas, ils découvrent. Et en fait, on remonte le fil. Donc si on emprisonne, si on empêche, voire si on tue, c'est bien que la parole du journaliste, elle est importante. Donc pour rebondir sur votre question, à partir de là, nous, on essaye, toujours pareil, de recoudre ou de découdre les choses en leur expliquant, mais voilà, une information, ça se fabrique. C'est pas forcément complètement partial ou impartial. Et donc, quand on fait un article, parfois, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle l'édito, alors après, chronique, billet d'humeur, voilà, selon les formats, et de leur dire quand on est, oui, le journaliste, il délivre une opinion. Et après, on peut rebondir sur ce que disait notre collègue, c'était effectivement, il y a des médias d'opinion, oui, heureusement d'ailleurs, aussi. Et après, par contre, voilà, la polarisation, tout ça, nous, en collège, on n'en parle pas trop. Voilà. Mais effectivement, on peut travailler, par exemple, sur un événement, un fait, 5 unes différentes, peut-être la même image de presse et 5 traitements différents. Pourquoi ? Il y a une ligne, il y a quelque chose, on dit quelque chose quand on parle d'information et quand on traite une information, évidemment. Quels outils recommandez-vous pour développer un esprit critique chez les jeunes pour faire face justement à cette polarisation des médias ? Parce que voilà, il y a des techniques en particulier que... Alors des techniques, je ne sais pas, encore une fois, oui, essayer d'élargir les lectures, de prendre le temps aussi, de ne pas se précipiter, l'effet buzz et compagnie. Attention à ne pas partager très très vite quelque chose, à le reposter sans vérifier. Plus, en général, moi j'ai envie de leur dire souvent, plus c'est gros, plus ça vous paraît sensationnel, méfiance. On regarde. Après, sur la vérification, nous, les outils qu'on propose, c'est souvent sur la lecture critique d'images. Et en fait, il ne vous aura pas échappé qu'ils sont tous sur YouTube et TikTok, c'est beaucoup d'images. En fait, l'information arrive au travers de l'image. Et nous, on essaye un petit peu de leur expliquer qu'il y a quelques outils, genre Tinaille ou même la recherche inversée sur Google, c'est tout bête. Se dire, attention, cette image choquante, où j'ai envie de cliquer, d'aller voir, on se calme, d'où elle vient, est-ce qu'il y a une source, est-ce qu'il y a une agence de presse derrière, est-ce qu'il y a du photojournalisme ou pas. Et évidemment, après, on peut se dire que l'image est trafiquée, mais alors là, après, on part vers autre chose. Ouais. Un vaste débat, oui. Merci beaucoup vraiment pour vos réponses et de nous avoir éclairés. Je suis sûre que tous ces conseils seront très utiles à ceux et à celles qui nous ont regardés. Merci Louise. Pour clôturer cette émission, Ludovic Renard et Elsa Pujos, une question à vous deux. Doit-on rendre obligatoire l'EMI dans les établissements scolaires pour permettre justement peut-être de rétablir le débat démocratique ? Enfin, vous vous doutez de notre réponse, je pense, une professionnelle de cette formation-là. Et puis moi, bien sûr, oui, il faut... là, encore une fois, ne nous trompons pas de débat. L'accès à l'information, même sous ces formes complètement dévoyées, sur lesquelles vous avez à juste raison insisté, est beaucoup plus large qu'il ne l'a été auparavant, bien évidemment. Après, ça implique que le journaliste aussi fasse évoluer ses missions. L'information, les gens l'ont déjà. Donc, il y a certes être le premier à la donner, mais il y a aussi être celui qui sait, tout en étant capable de donner l'actualité chaude, de préparer l'opinion à bien la recevoir, à bien la construire, à bien la décoder entre guillemets, ce qui suppose de rappeler qu'il y a une ligne éditoriale pour effectivement bien faire la différence entre ce qui est une opinion et un fait. Les cultures journalistiques ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Nous, c'est un petit peu flottant. Aux États-Unis, vraiment, op-ed, c'est une page, c'est pas celle du décryptage à la française où on mélange un petit peu les deux. Et donc, oui, il faut faire de l'éducation aux médias et partir de la réalité du terrain, c'est-à-dire de là où les gens obtiennent leur information, c'est-à-dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur des smartphones. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là il y a longtemps et c'était une catastrophe. La société n'allait pas survivre au fait, tenez-vous bien, que les jeunes gens obtenaient leurs informations politiques dans des émissions de divertissement. Vous voyez, c'était une catastrophe. Le monde journalistique, tous les journalistes politiques chevronnés disaient « Non, mais là, c'est la fin de l'espace public. Il n'y aura plus d'espace public. On ne peut pas donner à... des genres comme là où on s'informe maintenant, l'hebdo, etc., ils ne peuvent pas faire de l'information politique. » Vous voyez que de l'eau est passée sous les ponts. Elsa Pujos, vous qui intervenez depuis déjà pas mal de temps en collège sur de l'EMI, est-ce que c'est des ateliers qui se développent ? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, on avance, on progresse. L'éducation aux médias et à l'information, c'est compliqué parce que c'est vraiment quelque chose de très transversal.
Donc du coup, c'est un petit peu l'affaire de tout le monde. À un moment donné, il y avait un petit peu le privilège des profs d'histoire, des profs de lettres, mais il faudrait vraiment que tout le monde s'en saisisse. Et du coup, ce qui est délicat, c'est quand c'est à tout le monde, tout le monde compte sur l'autre. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Après, nous, en collège, en 6e quand même, c'est inscrit. On est censé faire une initiation à l'éducation aux médias, à l'information. Et après, sur les autres niveaux, faut s'appuyer sur la semaine de la presse, sur des dispositifs. Il ne faut pas hésiter à avoir des partenariats avec des journalistes locaux. Mais c'est vrai que ça tient à des projets. Et donc ça tient aussi à des financements et à des volontés. Mais l'EMI, normalement, c'est inscrit, c'est dans le socle commun des connaissances. Il y a un vadémécum depuis 2022, c'est porté par le ministère. Donc normalement, voilà. Mais évidemment, oui, pour revenir à votre première question, évidemment qu'il est primordial de mettre en place une éducation aux médias dès le plus jeune âge. Il y a la place dans les emplois du temps des collégiens, des lycéens ? Alors moi je vais parler plutôt pour le collège, je suis en collège, il y a la place. Oui, s'il y a la volonté, on trouve la place. Bien sûr. Après, évidemment, il n'y a pas le prof de EMI, il n'y a pas le programme de EMI et l'horaire EMI. C'est quelque chose, c'est de l'interdisciplinarité. Donc effectivement, c'est sur la bonne volonté des uns et des autres et d'inscrire ça dans des projets transversaux. Mais voilà, c'est très très important, bien sûr, il faut le faire. Et c'est avec ces notes d'espoir qu'on finit donc cette émission. Merci à nos deux invités, Elsa Pujos et Ludovic Renard. Merci Louise Gerbeau. Merci à l'ensemble des journalistes venus sur le plateau. Et merci à tous derrière la caméra, Marius Caillot, Paty Delaspre, Carole Laillac et Tom Marin. On tient aussi à faire un petit coucou à Samir Youssouf Ibrahim. On a hâte de te retrouver. Toutes les productions de la Fabrique de l'Info sont à retrouver sur le site lafabriquedelinfo.fr ou en flashant ce QR code en bas de votre écran. Merci Noah. Merci Damien. À bientôt. À bientôt.